Bonjour, je suis Agathe Bozon, journaliste et rédactrice santé. J'ai le plaisir d'être l'animatrice de ce premier événement live organisé par Unilabs Pathologie France depuis le plateau de l'Institut de pathologie Praxea Diagnostic. Cet événement est une façon de souffler les 10 bougies d'Unilabs Pathologie France et également l'occasion de vous présenter les innovations en matière de pathologie. Les conditions sanitaires nous imposent une organisation à distance que nous essaierons de rendre aussi vivante que si vous étiez sur place. Ainsi, vous pourrez poser des questions en direct et les experts vous répondront. Pour ceux dont les questions n'auront pas pu être traitées faute de temps, une réponse individuelle vous sera adressée dans la semaine. Je vous précise que toutes les personnes présentes sur le plateau ont été testées négatives à la Covid-19 et que les distanciations physiques sont respectées. Le programme est organisé en 3 temps forts. Le patient au cœur de l'innovation theranostique, la présentation de cas cliniques et enfin les perspectives sur le futur du métier de pathologiste. Je remercie les médecins et les professeurs qui ont accepté de nous éclairer sur l'avenir de l'anatomopathologie. Je vous souhaite un bon événement et je donne la parole dès maintenant à François Liebret, directeur du pôle pathologie d'Unilabs France, et à Éric Pelletier, président-directeur général de Praxea Diagnostic. Bonjour à toutes et tous. Je suis heureux que vous nous ayez rejoints pour ce premier Unilabs Pathologie le live. Aujourd'hui, comme l'a dit Agathe, nous avons réuni un collège d'experts pour partager avec vous notre vision sur l'évolution de la pathologie et surtout analyser en quoi les innovations qui vont révolutionner cette discipline vont bénéficier à nos patients. Alors, tout comme vous, améliorer sans cesse la qualité et la précision du diagnostic, permettant une meilleure prise en charge et finalement un meilleur pronostic, une meilleure qualité de vie des patients. C'est la mission qui nous anime chaque jour et qui oriente toutes nos décisions pour rester à l'avant-garde du diagnostic médical. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons souhaité aborder les sujets que nous développerons ce soir sous la forme de cas cliniques, pratiques. Donc partir du patient et traiter les thèmes choisis sous le prisme de ce que vous vivez au quotidien. D'autant plus que dans l'avenir, un avenir proche, la pathologie va permettre une prise en charge beaucoup plus personnalisée, individualisée de chacun. Alors, juste quelques mots sur qui nous sommes en introduction à cet événement. Unilabs est un groupe international qui fournit un très large panel de services dont les praticiens ont besoin pour établir leur diagnostic. Et c'est vraiment cette approche globale du diagnostic intégré, cette transversalité qui nous distingue et compose notre ADN. En effet, Unilabs est un spécialiste en anatomopathologie, mais aussi, bien sûr, en biologie médicale, en imagerie et même en pathologie de la reproduction. Alors, nous sommes présents dans 16 pays, du Pérou aux Émirats arabes unis, en passant bien sûr par la France et d'autres pays en Europe, comme vous le voyez sur la carte, Suisse, Angleterre, Scandinavie, Italie, Espagne, Portugal et j'en passe. Mais c'est un véritable réseau pluridisciplinaire de plus de 1500 médecins et pharmaciens, dont près de 300 pathologistes, qui collaborent chaque jour pour apporter leur expertise à tous nos correspondants et établissements de santé. Alors, je suis particulièrement heureux de vous présenter plus spécifiquement notre activité pathologie en France, dont j'ai la responsabilité. Ce sont aujourd'hui près de 60 pathologistes qui mettent toute leur expertise et leurs compétences à votre service et vous accompagnent dans la prise en charge de vos patients. Ce sont aussi 8 sites répartis sur tout le territoire et dotés d'équipements de pointe les plus performants pour traiter plus d'1 million de dossiers par an et développer les innovations dont nous allons discuter tout à l'heure. Alors, comme l'a dit Agathe, nous fêtons cette année nos 10 ans.
nous avons voulu célébrer cet anniversaire avec vous. En effet, en 2011, le cabinet CIPAT à Clermont-Ferrand rejoignait le réseau Unilabs France, suivi quelques années plus tard par des cabinets regroupés au sein de PNU dans le Nord, puis IHCP en Aquitaine. Et plus récemment, l'année dernière, c'est le cabinet du docteur Puterman, spécialiste de renom en ophtalmologie, d'ailleurs que nous entendrons ce soir, qui intégrait le réseau à Paris. Et comme magnifique cadeau d'anniversaire, c'est aujourd'hui, et quand je dis aujourd'hui, c'est plus précisément jeudi dernier, que le cabinet Praxéa en Île-de-France nous rejoint et va nous permettre de nous projeter encore plus vite, encore plus loin, dans les 10 années qui viennent. Et grâce à ce rapprochement, nous allons pouvoir accélérer notre processus de développement et de digitalisation, ce qui nous permettra d'utiliser encore plus d'outils innovants, tant sur le plan scientifique que pour communiquer avec le monde médical et faire bénéficier nos correspondants et nos futurs associés de ces outils. Alors je parle évidemment de biologie moléculaire, d'intelligence artificielle, mais aussi des nouveaux réseaux de communication. Alors Praxéa nous a ouvert ses portes pour organiser cet événement, puisque nous sommes ici dans les locaux de Praxéa à Massy, près de Paris. Et le docteur Éric Pelletier nous fait l'honneur de nous recevoir et de participer à ce premier live. Donc je lui donne la parole pour nous présenter en quelques mots Praxéa et les thématiques de ce soir. Merci François pour cette introduction et bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici au sein de nos locaux. Tout d'abord, Praxéa en quelques mots. Donc, Praxéa, c'est la réunion de 4 laboratoires franciliens, Tolbiac, Bièvre-les-Ulis, Mozart et VNT. Et aujourd'hui, Praxéa, ces 4 laboratoires sont réunis en un seul site à Massy, entièrement neuf. Praxéa, c'est 150 personnes sur un seul site, dont 23 médecins. C'est plus de 300 000 examens par an. Et le local technique, qui fait un peu plus de 1000 m², nous permet de produire 4000 lames d'analyse par jour. Mais Praxéa aujourd'hui, c'est aussi Unilabs. Et nous sommes très heureux et très fiers de rejoindre aujourd'hui le groupe Unilabs. À Praxéa, nous étions conscients depuis de nombreuses années qu'il fallait rejoindre un grand groupe. Encore fallait-il partager le même ADN. Et c'est vrai que les discussions avec Michiel Bomers, le président du groupe Unilabs, nous ont rapidement confortés dans cet esprit, dans cet ADN. Et nous avons aussi très rapidement partagé cette vision innovante d'une plateforme de diagnostic transversale associant la radiologie, la pathologie et la biologie. Tout ça nous permettant de positionner le patient au cœur du diagnostic et donc le traitement du patient qui, par la même occasion, devient personnalisé. Cela permet aussi de partager les données de la radiologie, de la biologie et de la pathologie de façon à pouvoir améliorer le diagnostic dans le futur et donc améliorer le parcours du patient. Alors, la pathologie aujourd'hui et demain. Il faut bien comprendre que au sein de ce diagnostic transversal, la pathologie est un élément central, trait d'union entre la radiologie et la biologie. Et Unilabs aujourd'hui, avec plus de 300 pathologistes, est l'un des plus grands groupes européens dans le domaine. Et surtout, Unilabs se donne les moyens de l'innovation et les moyens du futur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Unilabs progressivement transforme tous ces pathologistes en pathologistes numériques au travers de la pathologie digitale dans le cadre d'un réseau européen. Qui plus est, Unilabs a développé les solutions innovantes en interne pour l'attribution intelligente des dossiers patients pour chaque médecin par spécialité. Ce qui est assez révolutionnaire dans le sens où ça va permettre d'améliorer la qualité du diagnostic. Et tout cela va permettre également le développement de nouveaux outils de diagnostic grâce à l'intelligence artificielle. Fort de ce réseau international, Unilabs aujourd'hui est capable de répondre aux enjeux thérapeutiques de demain. Et c'est sa grande force. Et pourquoi ? Parce que demain, c'est quoi ? Demain, c'est le theranostic. Le theranostic, c'est un nouveau mot qui a été inventé. C'est la contraction entre thérapeutique et diagnostic.
Et le theranostic, c'est quoi? C'est proposer un traitement personnalisé pour chaque patient. Et Unilabs, dans ce domaine, unit des compétences médicales fortes au niveau européen, partagées, à des technologies innovantes en pathologie et en génétique, avec des plateaux techniques de très haut niveau, très innovants, qui permettent justement d'arriver à, ensemble, et à la fois le pathologiste et à la fois les autres spécialités, d'améliorer le parcours du soin du patient et donc le traitement personnalisé. Certaines de ces technologies, en France ou en Europe, et les médecins experts qui les utilisent, vont aujourd'hui vous être présentés par Agathe. Et donc Agathe, je vous laisse la parole pour présenter les futures sessions concernant les différents cas cliniques. Merci Eric. Pour commencer, pour faire écho à ce que vient de nous expliquer Eric Pelletier, voyons en quoi l'approche theranostique place le patient au cœur de l'innovation en pathologie. Theranostique, donc comme il vous l'a expliqué, étant un néologisme né de la contraction d'hémothérapie et diagnostic. Ainsi donc, la theranostique permet, grâce à l'imagerie, de cartographier les cellules cancéreuses pour y apporter une réponse individualisée. Donnons la parole sans plus attendre au professeur Frédéric Penolorca, professeur de pathologie à l'Université de Clermont-Ferrand et directrice générale du centre Jean Perrat. Bonjour à tout le monde. Alors tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être ici ce soir et étant à Clermont-Ferrand, j'ai vu le cheminement des pathologistes de la CIPAT de Clermont et donc leur intégration dans le groupe Unilabs. Et beaucoup d'anciennes internes qui sont passées dans le service travaillent maintenant dans cette structure à Clermont. Donc voilà, c'est un peu la famille aussi avec ça. Donc je vais partager avec vous mon écran pour qu'on puisse... hop, la petite manip. Alors, attendez que je sois sur la bonne présentation. Voilà, c'est parfait. Donc là, vous allez voir mon écran. Et donc, en fait, pour illustrer le patient au cœur de l'innovation theranostique, en fait, je voulais revoir avec vous les avancées les plus marquantes dans la pratique de notre métier dans les 20 dernières années. Alors en fait, si on repart un peu avant les 20 dernières années, dans les années 50, finalement, avec quoi travaillaient les pathologistes? C'était pas très différent de Virchow. Ils travaillaient avec une coloration simple, avec l'HES. Et en fait, ils émettaient beaucoup d'hypothèses, hein, mais il y avait dans certains cas où ils passaient quand même complètement à côté de diagnostics, même s'ils voyaient tout ce qu'on peut voir aujourd'hui avec nos microscopes. Et en fait, on a eu donc l'évolution vers une médecine, une pathologie personnalisée, avec tout d'abord une prise en charge basée sur de nombreuses classifications dans lesquelles les pathologistes sont partie prenante. C'est-à-dire la classification OMS, qui est basée sur l'organe d'origine et le type histologique, sur la classification TNM, qui est basée sur le degré d'invasion locale et la progression métastatique, sur le grade histopronostique avec toutes les caractéristiques de la tumeur, comme les grades SBR, les grades des sarcomes, le grade de Gleason, qui sont des composantes majeures de la prise en charge des patients, qui aujourd'hui sont des choses qui sont basées sur la morphologie, qui ne peuvent pas être faites par de la biologie moléculaire et qui restent complètement inhérents et attachés à la prise en charge des patients. Et à l'aube des années 2000, bien, on a commencé à faire de l'hybridation in situ. On maîtrisait bien l'immunohistochimie theranostique, comme vous pouvez voir avec le HER2. Et puis, eh bien, on se réunissait dans des toutes petites salles avec des gros microscopes multitêtes. Alors aujourd'hui, ça paraît complètement impossible et inimaginable d'envisager ça. Mais voilà, c'était déjà des grands progrès. On pouvait regarder des lames ensemble et c'était quelque chose qui nous permettait de partager de la connaissance. Et puis donc, vraiment début du 21e siècle a vu vraiment arriver l'apogée de ce développement routine de la caractérisation moléculaire des tumeurs avec le développement d'une nouvelle branche de notre métier, la pathologie moléculaire.
Et donc, cette première révolution du 21e siècle, du début du 21e siècle, c'est que nous devenons des biopathologistes. Et cette biopathologie, elle nous aide pour différentes choses, et c'est vraiment la pathologie moléculaire. D'une part, la classification des tumeurs, la nosologie, et par exemple des translocations dans certains sarcomes qui nous permettent d'asseoir le diagnostic, la classification des lymphomes, et Christiane vous en parlera tout à l'heure, les marqueurs pronostiques avec par exemple l'amplification de NMYC dans les neuroblastomes, et puis le ciblage thérapeutique, par exemple dans les mélanomes métastatiques cutanés, les mutations de BRAF, mais on verra tout à l'heure que ce n'est pas forcément les anomalies les plus importantes dans les mélanomes oculaires. Mais voilà, on a petit à petit caractérisé les tumeurs et fait rentrer dans notre routine ce profilage moléculaire. Et donc, on est aujourd'hui dans cette ère moléculaire où on est passé d'un traitement le même pour tous les types de tumeurs à un traitement plus personnalisé avec des stratégies moléculaires. Alors, il ne faut pas oublier que toutes les patientes ne peuvent pas et les patients ne peuvent pas bénéficier de traitements ciblés, que tout le monde n'a pas d'anomalie moléculaire dans sa tumeur, mais c'est néanmoins un progrès majeur pour la prise en charge médicale des patients en oncologie en particulier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour le moment dans ce début de 21e siècle? Enfin, on a déjà passé nos 20 ans. Que s'est-il passé en pathologie? Tout d'abord, la place grandissante des pathologistes dans les RCP, dans les essais cliniques, dans les guidelines. Les démarches d'assurance qualité et l'automatisation d'une grande partie de notre métier, même si le travail de technicien en pathologie, là aussi, reste très important. Il y aura toujours ce côté très manuel, je pense, dans la pathologie, aussi de la palpation de la pièce opératoire. C'est des choses qui vont rester, qu'on ne voit pas bien remplacées aujourd'hui par des machines. Et de la même façon, la coupe, aujourd'hui, on a beau avoir essayé d'automatiser, c'est compliqué. La pathologie moléculaire et les classifications moléculaires, les marqueurs de l'immunothérapie, les marqueurs agnostiques, et puis, comme on en a parlé en introduction, l'intelligence artificielle qui arrive à grands pas dans notre métier. Bien sûr, notre métier, tout d'abord, c'est de faire un diagnostic correct. Est-ce que c'est une tumeur ou pas, d'abord? Et puis après, quand c'est une tumeur, comme on voit ici sur cette pièce d'ovariectomie, en fait, il y a plusieurs scénarios possibles. Ça peut être une tumeur borderline et il y aura une chirurgie conservatrice. C'est d'ailleurs l'intérêt de faire des examens extemporanés pour ce type de tumeur. Et puis, le chirurgien sait qu'il faut faire une exploration abdominale et une omentectomie. Ça peut être un carcinome séreux de haut grade. Là, on fera une chirurgie radicale, des curages. On va faire des traitements par la suite de chimiothérapie. Et puis, c'est là où on commence l'importance du typage moléculaire avec la recherche des statuts BRCA1, BRCA2, les statuts d'instabilité d'HRD, donc de défaut de recombinaison homologue, et d'autres marqueurs un peu plus spécifiques de certains types de tumeurs de l'ovaire. Et puis, pardon, excusez-moi, je suis pas allée dans le bon sens. Et puis, ça pourrait être aussi, par exemple, un carcinome à cellules claires, qui est une tumeur qui est beaucoup plus agressive, pour laquelle on va essayer de faire rentrer les patients dans des essais cliniques et pour laquelle on commence à avoir des stratégies de thérapie ciblée. Donc, cette ANAPAD de base, déjà de porter le bon diagnostic, c'est la définition de notre métier et ça permet aussi d'orienter la pathologie moléculaire par la suite, d'orienter le geste chirurgical au départ, etc. Une des grandes choses qu'on a faites dans ces années 2000, c'est de changer notre façon de nous adresser aux cliniciens qui ne nous comprenaient pas. Et ce papier qui est sorti au début des années 2000, les cliniciens viennent de Mars et les pathologistes de Vénus, faisaient la constatation que près de 30% des comptes rendus, qui étaient des comptes rendus fleuves, avec des magnifiques descriptions, n'était absolument pas compris des cliniciens, voire mal interprété. Et donc, on a beaucoup travaillé, d'une part, à éduquer les cliniciens sur ce qui était important pour eux de connaître, mais également pour nous de bien organiser notre lecture en fonction de ce dont on avait besoin pour la prise en charge. Et comme on fait dans les avions, au départ, et comme on fait dans les blocs opératoires, d'avoir des checklists pour être sûr qu'on n'a rien oublié dans ce qui était nécessaire à la prise en charge des patients. Et puis donc cette pathologie moléculaire pour laquelle on a de nombreuses technologies qui sont disponibles.
à partir des analyses tissulaires, à partir de la génomique ou de la protéomique, à partir d'analyses d'immunohistochimie, d'analyses plus, on va dire, morphologiques de l'immunohistochimie, d'hybridation in situ, et puis des techniques moléculaires plus ou moins sophistiquées, hein, certaines qu'on peut faire sur la paillasse avec un copeau de paraffine et d'autres qui vont nécessiter des analyses bioinformatiques plus complexes et un environnement, on va dire, en bioinformatique plus important. En tout cas, il est clair qu'aujourd'hui, si on prend l'exemple de la pathologie pulmonaire, il n'y aura pas de pathologie pulmonaire et de prise en charge de patients atteints de cancer du poumon sans biopathologie. Avec l'importance de bien faire l'analyse moléculaire avec les cibles théranostiques et on voit le rôle majeur du pathologiste quand on sait que, par exemple, pratiquement 2/3 des adénocarcinomes pulmonaires peuvent avoir des altérations potentiellement ciblables. Alors certaines qui sont liées à des AMM, d'autres qui sont liées à des essais cliniques, mais pour les patients, c'est des choses qui changent bien sûr leur vie, hein. Le développement des marqueurs de l'immunothérapie, et puis aussi le fait qu'il va falloir qu'on s'adapte parce que ce qu'on a fait au début en pathologie moléculaire, qui était de rechercher une anomalie ou 2 anomalies, parfois de façon séquentielle, aujourd'hui, c'est plus tellement possible parce qu'il y a énormément d'anomalies et certaines qui sont rarissimes. Donc, l'identification de la cible devient de plus en plus importante parce qu'on a des médicaments, parfois face à des anomalies comme des réarrangements de RET ou de NTRK qui sont présents dans moins de 1% des cancers du poumon, voire 0,01%. Et la préservation tissulaire va être quelque chose de majeur et une responsabilité du pathologiste. Et pour rester sur cet exemple de la pathologie pulmonaire, on va avoir à faire de plus en plus avec de moins en moins de tissus et on va avoir à travailler sur des petites biopsies, parfois nécrosées, sur des prélèvements des bustes, de cytologie, voire de s'adapter aussi à mettre en place des technologies sur des biopsies liquides pour travailler dans le sérum sur les ADN circulants. Et puis je vais sauter du poumon au sein, qui est une pathologie qui m'est chère. Et on a vu l'irruption de la biologie dans le TNM. C'est le premier TNM qui saute le pas, le TNM du cancer du sein, a sauté le pas en 2018. En passant du TNM purement anatomique, un TNM, tumeur, ganglion, métastase, à un TNM biologique et biopathologique, donc avec toujours les 3 TNM, mais aussi le statut des récepteurs hormonaux et du HER2, le grade tumoral et les signatures moléculaires. Ces signatures moléculaires que l'on peut réaliser dans nos structures de pathologie qui nous permettent de faire de la désescalade thérapeutique pour certaines patientes atteintes de cancer du sein précoce. Et donc, vous voyez l'importance du moléculaire qui va même aller bousculer l'édifice historique du TNM anatomique. Et puis ensuite, il a fallu dans ce 21e siècle qu'on s'adapte à l'immunothérapie. Parce qu'en immunothérapie, c'est complètement différent de la pathologie habituelle. C'est-à-dire que les autres marqueurs, c'est des marqueurs essentiellement de la tumeur, ça va être des mutations, des amplifications, c'est des choses très binaires, c'est présent ou c'est pas présent, et c'est en général des drivers oncogéniques, donc c'est présent tout le temps dans la tumeur. Alors que les marqueurs de l'immunothérapie sont des marqueurs de la tumeur et de son environnement. Ce sont des marqueurs qui peuvent évoluer au cours du temps et on va souvent parler en niveau d'expression et ça va être par exemple PDL1 qui a énormément occupé les pathologistes, on va dire ces 5-6 dernières années, et puis les lymphocytes, l'évaluation des lymphocytes sur les LAM-HES qui sont importants, plus certains marqueurs moléculaires. Et en fait, on se retrouve avec des marqueurs composites. L'immunothérapie, ça va être ça. Les marqueurs de l'immunothérapie, ça ne va pas être un marqueur, même si aujourd'hui, on a finalement un seul vrai test compagnon associé aux immunothérapies, qui est l'immunohistochimie PDL1. Mais on voit de plus en plus l'importance de typer peut-être ces lymphocytes, de regarder aussi les autres altérations présentes dans la tumeur,
Dans le poumon, par exemple, si on sait qu'il y a les mutations STK11 qui pourraient être associées à une moins bonne réponse à l'immunothérapie, la présence de certaines altérations dans le cancer du poumon qui sont plutôt des tumeurs froides, peu immunogéniques. Donc tout ça, c'est des choses qui vont être importantes et pour lesquelles on va s'adapter en rajoutant probablement aussi des caractéristiques de l'hôte. Et puis ce que l'on voit nous au microscope, comment sont disposés les lymphocytes, est-ce que les tumeurs sont infiltrées ou pas. Pour toutes ces techniques-là, on a très vite pris conscience que les validations techniques et cliniques des biomarqueurs étaient indispensables, mais aussi que notre entraînement, nos formations étaient importantes. Et on a commencé à entrevoir l'intérêt qu'il pourrait y avoir là-dessus à de l'intelligence artificielle, à de la pathologie digitale pour nous aider à faire ces scorings et à compter ces marquages PDL1, par exemple. Et puis enfin, les marqueurs agnostiques. Alors là, les marqueurs agnostiques, c'est des altérations qui vont être présentes dans des proportions variables, mais parfois extrêmement rares, dans plus de 20 types tumoraux chez des enfants et chez des adultes. Et je vous ai pris 2 exemples, l'effusion de NTRK, que l'on peut éventuellement screener par immunohistochimie, qui vont nécessiter après des technologies soit d'hybridation in situ, soit de NGS et préférentiellement de NGS ARN, parce que il y a des réarrangements qui sont un peu complexes à sortir en ADN, où là, si le pathologiste ne pense pas à rechercher ces altérations-là, le clinicien, quand il aura eu 150 cas négatifs, il va dire c'est bon, je laisse tomber, quoi. C'est la patience, sa patience sera épuisée et il pensera plus à rechercher ces anomalies. Donc là, typiquement pour les marqueurs agnostiques, ça doit être quelque chose auquel le pathologiste doit penser d'un certain type tumoraux et faire en sorte, soit il fait du screening par immunohistochimie, soit il l'a dans son panel de NGS. Et c'est pareil, par exemple, pour RET. Alors RET, aujourd'hui, c'est moins de types tumoraux, hein, puisque les AMM, c'est où ça va être poumon et thyroïde. Mais il faut y penser dans ces altérations, dans ces tumeurs-là. Pour les fusions, c'est les noms médulaires de la thyroïde et puis les adénocarcinomes du poumon. En général, c'est exclusif des autres altérations. Et puis, n'oublions pas que dans les médulaires de la thyroïde, là aussi, l'importance du pathologiste de faire le bon diagnostic de la tumeur thyroïdienne adaptée, il y a des mutations de RET. Donc là aussi, c'est le pathologiste qui peut enclencher et penser à l'altération spécifique. Et ça va nécessiter des stratégies de testing. Et en fait, on a des marqueurs pan-tumeur, mais après, il faut qu'on redescende pathologie par pathologie. Et c'est toute l'importance des guidelines. Et dans ces guidelines, les pathologistes sont toujours impliqués parce que c'est eux qui savent en fait comment ils gèrent les tissus, quelles sont les techniques qu'ils ont habituellement avec ces tissus, etc. Et puis, bien sûr, tout ça, c'est la culture qu'on a acquise, alors pas plus qu'il y a 20 ans, hein, mais on va dire avec vraiment le début de l'immunohistochimie theranostique, mais ça fait pas si longtemps, c'est l'assurance qualité. On n'était absolument pas sensibilisé à l'assurance qualité au début, en tout cas moi quand j'ai commencé la NAPAT, et c'est vraiment des choses c'est vraiment une culture qu'on a acquise grâce aux marqueurs théranostiques. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, le préanalytique est fondamental. En fait, avec un préanalytique et donc un tissu de mauvaise qualité, on va produire en fait quelque chose qui va donner des données fausses. Et donc, c'est ce que les anglo-saxons appellent le GIGO, c'est-à-dire garbage in. Si vous avez rentré dans une machine ou dans quelque chose, une mauvaise information, ce que vous ressortirez derrière, quelle que soit la sophistication de ce que vous allez faire, ça sera de la mauvaise qualité. Donc ça, on a été très très vite sensibilisé là-dessus par l'immunohistochimie theranostique et c'est encore plus vrai bien sûr pour la pathologie moléculaire. Et donc en fait, le circuit du prélèvement, c'est quelque chose de majeur. Et c'est nous à l'hôpital, on a souvent de la chance d'avoir le bloc opératoire qui est à côté ou très près de la paillasse de macroscopie. Mais vous, dans vos structures qui travaillez souvent avec plusieurs cliniques, c'est majeur d'organiser les circuits de prélèvement, d'avoir des relais, des gens qui sont formés pour mettre dans le fixateur, de mettre dans le fixateur de façon correcte, d'avoir des transports rapides et surtout d'avoir une traçabilité, d'avoir la possibilité de mettre sous vide aussi. Donc c'est des choses, je sais, sur lesquelles vous avez beaucoup travaillé. Et puis pour la biologie moléculaire, ce qui va être important derrière, c'est que nous, on évalue la cellularité des tissus.
Juste quelques mots pour enfoncer le clou. On sait tous qu'un tissu qui est mal fixé ou qui est sous-fixé, par exemple, on va perdre en termes de marquage et on va perdre en immunohistochimie. Et là, sur ces exemples-là, on voit qu'une tumeur qui est fixée avec 4 heures de retard, et ça serait la même chose si elle n'était fixée que 4 heures par rapport à 8 heures ou 24 heures, on se retrouve avec une tumeur qui sort négative pour les récepteurs hormonaux, alors qu'elle a une expression des récepteurs hormonaux si elle est fixée correctement. Et pour HER2, quand on a commencé à faire les tests en routine dans les années 2005, eh ben en fait, on voyait qu'il y avait des différences majeures selon les labos, avec des labos qui montaient à 23%, d'autres qui étaient en dessous de 10%, alors qu'on sait qu'en France, on est très stable autour de 13-14%. Et on avait vraiment montré l'importance de s'améliorer dans cette technique. Et on peut dire que notre mission est accomplie, puisque en 2020, le test AFACAP a 99% de participants avec un marquage optimal. Donc voilà, les pathologistes, quand ils se mettent à faire quelque chose et qu'ils ont décidé de le faire, ils le font très bien. Une dernière chose pour lesquelles les pathologistes sont très importants, c'est toujours dans cette pathologie moléculaire, c'est l'importance de ce qu'on va sélectionner pour envoyer vers la biologie moléculaire. C'est majeur parce que si on est en dessous d'un certain niveau de cellularité, probablement en dessous de 20%, un résultat négatif n'aura pas de valeur. Donc ça ne nous empêche pas de lancer de la biomol parce qu'on peut avoir un résultat positif s'il y a une fréquence allélique importante par exemple ou une technique assez sensible. Mais en tout cas, on saura que si c'est pas assez, si c'est négatif, il faudra bien le mettre dans le compte rendu et reprélever le patient. Et là aussi, alors c'est des résultats des tests allemands d'assurance qualité, mais vous voyez qu'entre 2006 et 2010, eh bien, ils sont passés de 15% d'échecs juste pour le CARAS à 2,8% de réussite. Donc on voit des améliorations des pratiques. Donc, je dirais, pour conclure cette partie, on a un rôle irremplaçable du pathologiste qui va englober le contrôle des étapes préanalytiques, la sélection tissulaire guidée morphologiquement, qui va permettre une interprétation fiable de l'ensemble des analyses, le suivi de l'évolution des biomarqueurs afin de pouvoir anticiper l'arrivée de nouveaux médicaments, la qualité des échantillons qui est indispensable à une médecine de précision de pointe, et l'évolution actuelle de notre métier qui impose des regroupements pour avoir des plateformes et échanger des datas. Parce que on ne peut pas avoir un niveau de qualité maximal, on ne peut pas avoir une accréditation si on n'a pas des plateformes qui sont regroupées parce que ça coûte trop cher pour des petits volumes. Donc c'est vraiment important qu'on puisse se regrouper. Et maintenant, nous sommes rentrés dans l'ère digitale, dans l'ère de l'intelligence artificielle, où on peut imaginer que peut-être un jour, à partir d'une lame HES, on pourra prédire le type histologique, par exemple, ou prédire des anomalies moléculaires, en tout cas une fréquence importante. Et cette pathologie numérique, elle va partir de lames scannées pour lesquelles on va faire un certain nombre d'évaluations qui seront faites selon ce qu'on appelle des circuits neuronaux. Et ça permettra, par exemple, de stratifier le pronostic, mais ça permettra aussi de faire, par exemple, tout simplement des tâches simples. C'est ce qu'ils appellent l'IA faible, de faire des tâches pour aider les pathologies, c'est-à-dire faire un score, repérer des zones tumorales, grader. Et ça, c'est des choses qui peuvent nous être utiles. Et puis, bien sûr, faire de la télépathologie, et on verra tout à l'heure avec Dr Puterman combien ça peut être important. Et puis, rêvons un peu, peut-être que cette pathologie numérique et cette intelligence artificielle nous aideront, par exemple, quand on regardera une tumeur, de se dire est-ce que j'ai une chance qu'elle soit avec une fusion NTRK, par exemple? Donc, ça nous permettra d'orienter les tumeurs vers lesquelles on fera les tests moléculaires versus celles vers lesquelles on ne les fera pas. Donc voilà, notre métier, il a beaucoup évolué. Il se limite plus aujourd'hui au diagnostic cytologique ou histologique, c'est-à-dire morphologique de la lésion tumorale. On a identifié des marqueurs ça nous permet d'identifier des marqueurs biologiques qui ont une valeur nosologique, pronostique ou prédictive importante. C'est une partie intégrante de notre activité. Ça a constitué de véritables révolutions dans la prise en charge de nombreux cancers, poumons, sein, colorectal, mélanome, ovaire et j'en passe bien sûr. Ça nous a donné la culture de la qualité. Et on va dire qu'on attend aujourd'hui le développement de l'intelligence artificielle pour nous reposer un peu, pour que les machines fassent un peu à notre place des choses qui sont compliquées. Et on imagine les laboratoires de demain, sans microscope, où on va pouvoir faire de la téléconsultation aussi facilement, où on pourra rentrer en même temps notre compte-rendu ou consulter le dossier clinique et avoir un certain nombre d'aides.
Mais je voudrais terminer pour dire qu'on aura quand même encore longtemps besoin des pathologistes parce que on a besoin de la qualité des tissus, on a besoin des prédiagnostics. Et vous savez tous, quand vous prenez l'avion, que c'est le pilote automatique qui conduit dans pratiquement 100% des cas, ou au moins 98% du vol, c'est le pilote automatique. Mais si un jour on vous dit que en fait, si vous êtes entièrement dans un avion avec un pilote automatique, bah, vous ne serez pas super rassuré. Et je pense que c'est pareil, si on sait qu'il n'y a pas un pathologiste qui a un moment à regarder la lame, à bien confirmer avant de faire toutes les analyses, eh ben, on ne sera pas rassuré. Donc je pense que notre métier, il a encore de belles évolutions et de beaux moments devant lui. Voilà, je vous remercie. J'ai été un petit peu plus longue que prévu, je suis désolée, mais je vous remercie de votre attention. Merci à vous, professeur Frédéric Penolorca, de nous avoir démontré l'impact positif des nouvelles technologies sur les stratégies de santé publique. Alors maintenant, de la santé publique à la santé individuelle, il n'y a qu'un pas que nous allons franchir avec des études de cas cliniques. Comme je vous l'annonçais, 3 cas cliniques vont vous être présentés qui démontrent l'apport des nouvelles technologies en anatomocytopathologie, dans les domaines de l'oncologie et de la cancérologie, en gynécologie et en ophtalmologie. Au cours de ces interventions, vous êtes invités à poser vos questions dans le chat. 3 d'entre elles seront sélectionnées pour chacun des cas cliniques et les experts y répondront en direct. Commençons par le lymphome de haut grade, dont la prise en charge a été optimisée par la biologie moléculaire. Je cède la parole au professeur Christian Copy-Bergmann, médecin spécialiste en anatomie et cytopathologie au laboratoire Praxea Diagnostic, professeur des universités et praticien hospitalier à l'hôpital Henri Mondor. Merci de lui poser vos questions sur le chat pendant son intervention et découvrez maintenant son cas clinique. Bonjour, je suis donc le professeur Copy-Bergmann et je vais vous présenter un cas clinique concernant un lymphome B de haut grade et nous allons voir par la suite la définition de cette nouvelle entité de l'OMS 2016. Alors, l'histoire clinique est la suivante. Il s'agit d'un homme de 70 ans, retraité, qui se présente aux urgences pour des douleurs abdominales et des vomissements importants dans un contexte de perte de poids et d'altération de l'état général assez importante. L'examen clinique va retrouver une masse palpable de la fosse iliaque et le scanner mettra en évidence des aspects de carcinose péritonéale. Les différents examens, et notamment l'échographie, montreront la présence d'une ascite, mais également d'épanchements péricardiques et péritonéaux. Une endoscopie digestive va être réalisée dans un premier temps qui montrera une rigidité de la paroi gastrique mais sans lésion tumorale clairement individualisable sur le plan macroscopique et une sténose duodénale d'allure extrinsèque. Donc devant ces premières constatations, une biopsie chirurgicale de l'épiplomb va être réalisée. Alors tout d'abord, le liquide d'acide montrait un liquide extrêmement cellulaire avec, comme vous le voyez sur la figure de gauche, de très nombreuses cellules d'allure lymphoïde. Sur la coloration de Papanicolaou, on voit un petit peu mieux les aspects cytologiques avec des cellules rondes, un cytoplasme peu abondant et une chromatine fine d'aspect un petit peu poudré. Les premiers immunomarquages montraient le phénotype B de cet infiltrant sans expression du CD3. Concernant la biopsie de l'épiplomb, vous voyez à gauche que les franges épiploïques sont très infiltrées par ces bandes un petit peu violettes que l'on voit au faible grossissement, infiltrant les adipocytes. Et sur la droite, il s'agissait d'une prolifération tumorale d'allure d'architecture diffuse, constituée de cellules lymphoïdes arrondies, avec toujours cet aspect de chromatine un peu fine, poudrée, que l'on appelle d'aspect blastoïde.
Alors, les premiers immunomarquages montraient le phénotype B de cette hémopathie qui exprimait le CD20 sans expression du CD5. Le CD5 est extrêmement important à réaliser afin de s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une variante blastique de lymphome du manteau. La seconde étape consiste à déterminer la cellule d'origine, notamment par l'utilisation du score de Hans, et qui montrait une expression du CD10 sans expression du BCL6 et une expression de MEM1, faisant rentrer cette entité dans le cadre d'une hémopathie de type centrogerminative. Autre facteur biopronostic, l'analyse de l'expression des protéines BCL2 et MYC, qui est exprimée dans les deux cas, dans 100% des cellules tumorales pour BCL2, 100% pour MYC, ce qui confère à cette tumeur le statut de double expresseur positif et un index mitotique extrêmement élevé évalué avec l'anticorps Ki67. Par ailleurs, l'analyse de l'expression de la TDT et du CD34 était négative, très important à réaliser, afin d'éliminer une pathologie immature de type lymphome lymphoblastique. La biopsie du duodénal finalement montrait toutefois, tout de même, malgré l'absence de lésions macroscopiques individualisables, une infiltration de la paroi, comme on peut le voir ici, toujours par ces plages diffuses de cellules tumorales d'allure blastique et qui présentaient un phénotype identique à celui observé au niveau des franges épiploïques. Alors, devant ces aspects de tumeurs extrêmement agressives, d'hémopathie B mature, agressive, il convient de réaliser des études cytogénétiques, et notamment par l'utilisation des techniques de fiches interphasiques que nous avons donc réalisées avec des sondes fiches break-apart qui montraient un réarrangement du gène BCL2 et du gène MYC sans réarrangement du BCL6. Alors on peut le voir sur ces figures. Sur le BCL2, vous avez dans un des noyaux de la cellule tumorale un signal de colocalisation, une séparation des signaux rouges et verts témoignant de la présence de remaniement de structure de ces gènes. Donc en conclusion, il s'agissait d'un lymphome B dit de haut grade, double hit MYC-BCL2. Le compte-rendu du pathologiste doit comporter les aspects morphologiques, qui dans le cas présent étaient de type blastoïde, la cellule d'origine de type centrogerminatif selon le score de Hans, le statut double expresseur qui était ici positif et par définition, il existait un double réarrangement des gènes MYC et BCL2. L'évolution chez ce patient a été très défavorable et assez rapide puisque ce patient est malheureusement décédé en l'espace de 15 jours dans un tableau de défaillance multiviscérale avec des épanchements multiples, une insuffisance rénale aiguë et un sepsis, ce qui traduit le caractère extrêmement agressif de ces tumeurs. Alors, qu'appelle-t-on les lymphomes B de haut grade? Vous avez sur cette diapositive listé l'ensemble des hémopathies B matures d'évolution agressive dans la classification de l'OMS. En tête de liste, il y a les lymphomes diffus à grande cellule B, que je vais appeler dans le reste de ma présentation les DLBCL-NOS pour Diffuse Large B-Cell Lymphoma Not Otherwise Specified, qui représentent 80% des cas. Après, on retrouve les lymphomes B à grande cellule de sites particuliers comme les lymphomes du médiastin, ceux associés à l'EBV ou ceux présentant une différenciation terminale comme les lymphomes plasmoblastiques, les lymphomes de Burkitt et enfin ces fameux lymphomes B de haut grade que je vais appeler dans la suite de ma présentation les HGBL pour High Grade B-Cell Lymphoma. Alors, quel est le rationnel? Qu'est-ce qui explique la création de cette nouvelle entité dans la classification OMS 2016? Eh bien, il faut revenir un petit peu aux classifications précédentes, et notamment dans la classification 2008, qui avait introduit une nouvelle entité à l'époque, en 2008, qui s'appelait les lymphomes B inclassables, intermédiaires entre lymphome de Burkitt et lymphome diffus à grande cellule B, qui correspondait à une entité dans laquelle on n'arrivait pas à classer formellement ces lymphomes, ni en Burkitt, ni en DLBCL, compte tenu des aspects morphologiques et immunohistochimiques. Au fil du temps, on s'est rendu compte que ce groupe était extrêmement hétérogène et notamment que 60% de ce que je vais appeler les BCLU, ces formes intermédiaires, présentaient des doubles réarrangements des gènes MYC et BCL2 ou MYC-BCL6 ou triple réarrangement. Et l'on sait depuis 2008 que ces lymphomes ont une évolution extrêmement agressive, d'où la nécessité, dans le cadre de cette nouvelle classification, d'isoler cette entité afin de trouver de meilleures prises en charge thérapeutiques. Donc en 2016, on distingue donc deux types d'HGBL. À gauche, les HGBL avec double hit ou triple hit, c'est-à-dire réarrangement de MYC-BCL2 et ou BCL6, dans lequel on peut retrouver trois types de morphologie, une morphologie de type DLBCL ou intermédiaire ou blastoïde. Et à droite, les HGBL-NOS pour High Grade B-Cell Lymphoma Not Otherwise Specified, qui correspondent à tous les autres cas qui ne sont pas double hit, mais pour lesquels il n'existe que deux types de morphologie, intermédiaire et blastoïde.
Alors cette classification nous a singulièrement compliqué la vie, nous pathologistes, dans notre pratique de tous les jours. Pourquoi? Eh bien, un lymphome B à grande cellule, dès lors qu'il présente, vous avez un aspect morphologique ici de lymphome B à grande cellule, mais dès lors qu'il présente un réarrangement de MYC avec BCL2 ou BCL6 ou triple hit, va changer de définition et de classification. Donc un DLBCL avec MYC seul reste un DLBCL. Un DLBCL avec ses doubles réarrangements ou triples réarrangements change de catégorie et rentre dans les AGBL double hit, triple hit. Alors pourquoi est-ce si nécessaire de les isoler? Eh bien, les différentes études publiées ces dernières années ont montré que ces lymphomes, même s'ils restent peu nombreux, en fait c'est 4% des lymphomes non-hodgkiniens, sont particulièrement agressifs. Sur le plan clinique, ce sont souvent des sujets âgés avec un stade avancé, une maladie disséminée, de préférence extraganglionnaire avec souvent un envahissement du sang voire de la moelle. Dans les antécédents, on retrouve parfois des antécédents d'hémopathie B à petites cellules préexistantes. La morphologie, vous l'avez vu, elle est soit de type DLBCL intermédiaire ou blastoïde. Ils sont en général de type centrogerminatif et présentent un karyotype complexe, avec un gène MYC qui peut être réarrangé soit avec un gène partenaire de type immunoglobuline, soit de type non-immunoglobuline. La survie médiane, vous le voyez, est effroyable, de 4 à 18 mois, et ces patients sont particulièrement résistants à toutes les chimiothérapies conventionnelles, voire les traitements intensifs. Quelques facteurs pronostiques moins péjoratifs sont observés néanmoins dans ces formes, c'est-à-dire qu'il est meilleur pour le patient d'avoir une morphologie de type DLBCL, d'avoir un gène partenaire de MYC de type non-IG et surtout de bénéficier d'un traitement qui comporte de l'anti-CD20 de type rituximab. Alors, quelle va être la conduite du pathologiste? Eh bien, devant ce type d'hémopathie, le classer selon la cellule d'origine. Donc si on revient en fait sur la nécessité de cette classification, il faut revenir sur les données qui ont été publiées en premier dans les années 2000 qui montraient que ces lymphomes pouvaient être classés sur la base de microarrays de données transcriptomiques en 3 catégories. Les lymphomes de type centrogerminatif, dont le profil d'expression de la tumeur est identique aux lymphocytes B des centres germinatifs des follicules lymphoïdes, ou de type ABC pour Activated B-cell-like, avec un profil d'expression des gènes comparable aux lymphocytes B activés du sang périphérique. Et il existait une 3e catégorie de type 3 qui correspond aux lymphomes non classés inclassables. Cette classification a un intérêt pronostique. Vous voyez que la survie à 3 ans pour les formes GCB est de 74%, alors qu'elle est de 40% pour les formes ABC. Mais elle repose sur un substratum oncologique, puisqu'on voit que les mécanismes oncogéniques impliqués dans les lymphomes de type GCB ou ABC sont différents. Alors, cette classification a été transposée à notre pratique de tous les jours par un score immunohistochimique. Le premier étant publié étant le score de Hans, d'autres ont été publiés par la suite. Le score de Hans repose sur 3 marqueurs immunohistochimiques, le CD10, BCL6 et MEM, avec un seuil de positivité de 30%. Néanmoins, il s'est avéré ces dernières années que la concordance entre le score de Hans et ces techniques très détaillées comme l'expression du transcriptome, montrait une concordance de 86%, et il s'est avéré utile de développer des techniques plus facilement applicables à notre vie de tous les jours par soit une technique de RT-MLPA, qui est donc une PCR multiplex, qui a été mise en place par l'équipe du professeur Fabrice Jardin à Rouen, qui procède à l'analyse de l'expression d'un certain nombre de gènes et qui va permettre de classer ces tumeurs en GCB ou ABC de façon plus précise. Et il existe une autre technique de type nanostring développée par les Américains qui repose sur 20 gènes, un peu plus coûteuse. Donc il est recommandé quand même de compléter le score de Hans avec ces techniques. Le statut double expresseur protéique, nous l'avons vu, c'est l'expression de MYC et de BCL2 avec des cut-offs de 40% et de 50% pour BCL2 et 40% pour MYC. Un tiers de ces hémopathies B matures agressives sont de statut double expresseur protéique. Donc c'est bien, j'insiste bien que ce sont des marqueurs immunohistochimiques qui n'ont rien à voir avec la cytogénétique. Et ça, un facteur pronostique, il est important que ce résultat figure dans le compte-rendu du pathologiste. Enfin, la cytogénétique. Donc, 3 gènes particuliers sont impliqués dans l'oncogénèse de ces lymphomes, BCL6, BCL2 et MYC. Alors, pourquoi est-ce important? Eh bien, la présence d'un réarrangement de MYC est significativement associée à une survie plus péjorative, comme on le voit sur la figure de gauche. Et de la même façon, les travaux réalisés au sein du LISA ont montré que le gène partenaire de MYC a également une importance pronostique, puisque lorsque MYC est réarrangé avec un gène de type immunoglobuline, eh bien, l'impact pronostique est plus défavorable.
Enfin, le NGS, qu'en est-il du séquençage haut débit dans ces tumeurs? Eh bien, ce lymphopanel qui vous est présenté ici a été développé encore une fois par le professeur Fabrice Jardin à Rouen, qui reprend, c'est un lymphopanel qui comporte à peu près 34 gènes qui sont impliqués dans différents mécanismes oncogéniques, soit le cycle cellulaire, l'apoptose, la régulation épigénétique, la voie NF-κB. Et ce lymphopanel apporte des informations très importantes pour la meilleure compréhension de ces lymphomes. Et sur ce travail qui a été récemment présenté, toujours effectué dans le cadre du LISA, vous voyez finalement que lorsqu'on regarde les différents sous-types histologiques, ABC, GCB ou AGBL, eh bien les marqueurs, les mutations concernent des gènes différents, avec en particulier MYD88 dans les formes ABC, des marqueurs épigénétiques comme EZH2, CREP dans les lymphomes de type GCB, et chez les HGBL, ce sont des marqueurs, c'est le MYC qui est particulièrement muté. Et ce lymphopanel a été développé en particulier pour désigner également des mutations qui sont potentiellement ciblables par des thérapeutiques innovantes, que ce soit par des inhibiteurs de NF-κB ou inhibiteurs de ZH2 ou de BCL2. Donc, vous avez compris, la prise en charge diagnostique aujourd'hui, en 2021, repose sur l'histopathologie, l'immunohistochimie, la fiche, et il est recommandé d'utiliser des techniques innovantes comme la RT-MLPA et le NGS. Donc je pense que le NGS dans un futur proche fera partie de notre pratique de tous les jours. Pour l'instant, il est essentiellement réalisé dans le cadre de protocoles ou dans des CHU, mais je pense que nous pourrons le développer très prochainement. Donc, en conclusion, le message à retenir sur ces lymphomes B de haut grade, vous l'avez compris, il s'agit d'une définition qui est cytologique et cytogénétique. La distinction, la classification de ces lymphomes en forme GCB ou ABC non GC est essentielle car elle peut avoir un impact sur la prise en charge thérapeutique de ces lymphomes. L'immunomarquage ou les scores immunohistochimiques sont acceptés par l'OMS, mais il est fortement recommandé de les compléter par des méthodes de quantification des transcrits ARN. Le statut double expresseur est essentiel. Et enfin, vous l'avez vu, afin d'identifier les lymphomes B à grandes cellules double hit, triple hit, eh bien, il convient de réaliser des analyses FISH dans la majorité de ces lymphomes. L'ensemble de ces techniques, que ce soit le FISH, la RT-MLPA ou le NGS, devrait nous permettre de mieux comprendre les mécanismes impliqués dans ces maladies, de développer une médecine plus personnalisée pour ces patients qui ont un pronostic qui est quand même très péjoratif. Et il est probable que à la fois le NGS mais également l'intelligence artificielle nous permettent également d'avancer de façon considérable dans ce domaine. Je vous remercie. Merci, professeur Christiane Copy-Bergmann. Le lymphome de haut grade suscite de nombreuses questions. Parmi elles, voici les plus fréquentes. Première d'entre elles, est-ce que tous les lymphomes B à grandes cellules doivent faire une fiche et selon quel algorithme ? Alors, c'est une question qui est importante, puisque si on suit les recommandations de l'OMS, en théorie, on devrait faire une fiche sur tous les lymphomes à grandes cellules B. Alors, ce n'est pas toujours réalisable selon le contexte dans lequel on se trouve. Différents algorithmes ont été proposés, soit faire d'abord MYC et ensuite les autres sondes, mais il faut faire attention parce que les sondes MYC ne couvrent pas forcément tous les points de cassure de MYC. Ou alors, on peut cibler les lymphomes de type GCB, mais à ce moment-là, on occulte les formes ABC qui présentent des réarrangements de MYC. Donc finalement, il n'y a pas de solution idéale. Pour ma part, je pense qu'il faudrait idéalement pouvoir faire les 3 sondes pour tous les cas et développer les techniques, notamment automatiser la fiche et automatiser également la lecture de façon à ce que ce soit réalisable et avec évidemment un financement approprié. Autre question, pour les lymphomes de haut grade, faut-il toujours réaliser une étude en biologie moléculaire ? Alors actuellement, tout dépend de ce qu'on entend par la biologie moléculaire. Je pense qu'il est important de réaliser la fiche. De toute façon, par définition, on ne peut pas porter un diagnostic d'HGBL sans avoir fait une analyse en fiche. La RT-MLPA, je pense que c'est vraiment important de pouvoir le faire. Et le NGS, à ce moment-là, pouvoir envoyer les prélèvements dans des centres de référence. Pour l'instant, le NGS est plutôt fait dans le cadre de protocoles thérapeutiques, d'essais thérapeutiques. Mais je pense que dans un avenir proche, on pourra le faire en routine comme on commence à le faire pour les autres tumeurs solides. D'accord. Et en pratique, quel est le pourcentage approximatif de LBGC nécessitant une biomole ?
Alors, je dirais tous, en fait, en pratique. En pratique, il faudrait dans un monde idéal, le problème, c'est que voilà, tout dépend de la plateforme dont on dispose. On devrait pouvoir faire ces analyses pour tous les cas, afin de vraiment développer une médecine plus personnalisée pour ces patients. D'accord. Je vous remercie. Après la biologie moléculaire, le docteur Charlotte Örndahl, qui exerce en Suède au sein du réseau international Unilabs, nous apporte son regard sur la stratégie et la pratique suédoise en matière de dépistage du cancer du col de l'utérus. Le docteur Charlotte Örndahl est en direct avec nous, mais sa présentation a été enregistrée pour permettre à ceux qui ne parlent pas anglais de bénéficier d'un sous-titrage. Merci de poser également vos questions sur le chat pendant la présentation du cas clinique et donc découvrez ce cas clinique. My name is Charlotte Örndahl and I'm the Medical Director of Unilabs Pathology Sweden. I'm honored to present to you a short insight into the Swedish cervical cancer prevention program. I'll start with some brief facts about Sweden. The Supervisory Authority for Healthcare, the National Board of Health and Welfare, sets the rules and guidelines for healthcare and prevention. Sweden is divided into 21 regions that are responsible for tax collecting and performing healthcare. The major part of healthcare in Sweden is produced by the public sector. There is room for private actors, but most of the healthcare provided by those private actors are paid by tax money through procurement. Sweden has around 1.5 million inhabitants, and they live mostly in the southern part of the country, and especially in the main rural areas. The Swedish National Cervical Cancer Prevention Program started in the mid-1960s. Of course, with traditional pap smears, the women were called in to do sampling in cohorts by birth year through invitation sent residential addresses. In 1990s, the follow-up and treatment also was included in the program. Between the years of 2000 and 2010, there was a gradual transformation to liquid-based cytology and a start to send invitation related to when previous sample was taken rather than age cohorts. In 2010, HPV analysis was introduced into the workup. In 2015, the National Board of Health reviewed the research situation and decided that it was time to introduce HPV analysis into the program. And in 2017, the new CARE program introduced primary HPV analysis for women over 30 years of age. The current setup of the cervical cancer prevention program includes women in the ages between 23 and 64, which is around a little less than 3 million individuals. HPV analysis includes typing for HPV 16, HPV 18, and other high-risk HPVs as a group. Primary screening with HPV analysis in the ages of 30 to 64 years with reflex cytology analysis when finding of HPV. Primary screening with cytology analysis for the ages of 23 to 29, the younger ages, and a reflex test with HPV analysis when the sample contains cytology atypia. There's also a lifelong control file
set up for women previously treated for dysplasia, and they are always investigated with a double test with HPV and cytology analysis. It's also necessary to mention the National Vaccination Program for Children from 2010. Vaccination for HPV is offered to all girls in primary school in the years of 5 to 6, with catch-up vaccination 3 years backwards. From 2020, also boys are included, and the vaccination status in the population currently is that females born after 1999 and males born after 2009 have been offered vaccination. The adherence is quite high, between 85 to 90% of the girls are vaccinated in those age groups, which means that the age cohorts of women now entering the screening program are to a large extent vaccinated. When you put so much effort and tax money into something, you need to assess the quality of the program, and there's mandatory medical KPIs in the guidelines from the National Board of Health and Welfare and also the National Care Program. Data from all actors are sent to the National Quality Registry for a yearly follow-up. So the clinical units send invitations regarding sent out invitations, taken samples, and performed treatments. The laboratories are obliged to send results from all cell samples from cervix and vagina, no matter of if it's taken as a clinical sample or a screening sample, and including the results of HPV and cytology analysis. Results from histology from cervix is sent to the quality registry, and also results from histology from other gyne locations with tumorous lesions. When you perform cytology on a large extent of material, which has a high expectancy of normal outcome, you need to quality assess your cytology, of course. There's quality guidelines produced by the Swedish Society of Pathology and Cytology that includes diagnostic profiles, at this time separately for primary and reflex cytology because the outcome is quite different. It includes detection of false negatives through reassessment of samples preceding findings of high-grade lesions, a national audit of all patients with invasive cervical cancer together with gynae unit and laboratories, and medical KPIs. You need to have your laboratory accredited to be allowed to be an actor in the cervical cytology part of the cervical cancer prevention program. And to do that, you also need to participate in external quality programs. You also need to quality assess your HPV analysis, of course, with standard validation of instrument and method, environmental samples. The national guidelines also includes recommendations of biobanking of samples for reassessment and research. That is a rather cumbersome thing. It's a lot of samples. You need to reallocate the samples to other tubes. You need to keep them in a freezer. It costs a lot of money. So the regions have handled this rather differently. There is a Swedish National HPV Reference Laboratory at Karolinska University Hospital where you can send samples for quality assessment, but also when you have strange clinical cases, they will provide detection of low amounts of viruses, and they will also provide HPV typing of unusual types, including genome sequencing, and that's a free facility. If you take a closer look at the cervix cancer prevention program, in the picture to the right, you see my printout version of it. It's a very detailed description. It's like a small book. It describes the workflows for invitations and re-invitations, how the invitations should be printed, how the information included, special actions for non-responders, normal or benign outcome letters with results to be sent to women. The basic rule is that you have low-grade cytology atypia without HPV positivity and HPV positivity without cytological atypia. There is expectancy either 18 months or 36 months.
the shortest period is for HPV 16 and 18 without cytological atypia, and the longer period is for all other versions of this. All high-grade lesions, or if you have both atypia and HPV, are sent to a gyne reception to be investigated. The first screening sample after the age of 40 is also in the current recommendation meant to be a double analysis to prevent that you have women without detectable HPV that have long-standing cytology atypia. The standard workup is, of course, you have findings in a screening sample, you're sent to a gyne unit for retesting and or colposcopy with cervical biopsies. The standard, if you have high-grade dysplasia in the cervical biopsies, the next step is resection treatment, traditional cervical cone, and mostly LEEP cones are used nowadays. For elderly women, you can have a short expectancy for low-grade dysplasia. And the rule is that if you have strange cases or unexpected outcome, you should also have MDT conference that are designated for cervical dysplasia. There's challenges for the clinical organization. The current setup of the cervical cancer prevention program increases the cases that needs to be investigated at the gyne units. And in Sweden, there is currently a shortage of experienced colposcopists. And the number of colposcopists needed to fulfill the prevention program is increasing. If you look at what part Unilabs Pathology Sweden plays in this, we have 5 pathology laboratories in 4 regions: Skövde, Eskilstuna, Sunderbyn, and St. Göran and Huvudsta in the Stockholm region. We have a national platform for HPV analysis on a dedicated instrument that is currently situated in Eskilstuna. We send out invitations for the prevention program in the northern region. We get to analyze screening samples in all regions except Stockholm, and we get workup samples in cytology and histology in all regions that we have pathology in. I will not deep dive into these numbers, but that means that we analyzed in 2020 a little bit over 30,000 cases. That turned out into 25,600 HPV analysis and 11,500 cytology analysis, where of 20,000 were primary HPV, 5,500 primary cytology, and almost 5,000 double analysis. The northern region has a very low number of samples because this data includes only the current cancer prevention program, and the northern region was one of the last to implement the current regulations. So they didn't use primary HPV until October 2020. What is the future? The national group responsible for doing background research for the National Board of Health and Welfare will suggest primary screening with HPV analysis for all age groups, partly based on the fact that the cohorts entering the screening program now are vaccinated and are having a much lower incidence of HPV infections. There is an ongoing evaluation of self-sampling as the first step of screening, which means that you can do only HPV analysis on the first sample. If there is findings in that sample, you will be recalled to a gyne unit to have a liquid-based cytology sample taken. The double analysis of the first sample after years of 40 will probably be eliminated because it didn't show anything of significance.
There's an introduction of 3 levels of HPV groups planned for a later stage, where you, instead of having an entire group of HPV, you will have high risk HPVs and intermediate risk and a low risk, where you have a longer expectancy. There is also a movement for participation in the WHO eradication program for cervical cancer. Merci beaucoup, Dr Charlotte Orndal, pour parmi les nombreuses questions qui nous sont parvenues concernant le dépistage du col de l'utérus. Nous en avons retenu 3, les plus fréquemment posées. C'est Françoise Telleux, directrice médicale pathologie d'Unilabs France, qui va traduire vos réponses. Première question, comment la pandémie de la Covid-19 et ses restrictions ont-elles impacté le programme de dépistage? I will answer in English, though. We have had large problems. Nous avons eu beaucoup de problèmes. The authorities have figured that there are 6,000 undiscovered cancer cases due to delays in healthcare and undone screening from all programs we have screening for. Le gouvernement a montré qu'il y avait 6000 cas de cancer non détectés dus au délai de prise en charge dû au Covid. 6,000 cases in the country, probably all cancer types. Dans toutes sortes de cancers, pas uniquement dans le cancer du col. There is a movement to introduce il y a une tendance, un mouvement for self-sampling, pour les autotests, also for catch-up due to pandemia. Pour effectivement récupérer les cas non diagnostiqués pendant la pandémie. But it's not so easy. Ce n'est pas aussi simple to get this started for practical reasons. De commencer pour des raisons pratiques. But most regions are on the go. Mais on est sur le chemin. Mais oui. Ok, autre question. Quel est le principal point d'amélioration pour le programme de prévention? It is always to reach the females that will not come. C'est toujours d'atteindre les dames qui ne viennent pas se faire dépister. Usually that is the group that has the highest risk of cervical cancer. C'est le groupe de patientes qui ont le plus de risques de développer un cancer du col. There are several ways to reach them. Il y a plusieurs façons de pouvoir les contacter ou de les atteindre. If you don't come for 7 years in a row, si vous ne venez pas depuis 7 ans vous faire dépister, you will get a personal phone call from a midwife. Vous allez avoir un coup de fil personnel de la part d'une sage-femme. And there has been some projects called Bring a Friend. C'est un projet qui s'appelle Appeler une amie, c'est ça? C'est ce que tu veux dire, Charlotte? Mais oui. Voilà. Especially in low economic parts of the cities, this Bring a Friend has been successful. Dans les quartiers défavorisés, ça a eu vraiment beaucoup de succès. Mais oui. D'accord. Enfin, troisième question, quel est le principal enjeu pour les laboratoires de biologie en lien avec le programme de prévention et quelles sont les évolutions prévisibles? Of course, the quality. To keep up the knowledge in cytology when the number of cases are dwindling.
de garder les compétences en cytologie alors que les cas sont de moins en moins nombreux, les dossiers moins en moins nombreux à lire, donc il faut essayer de garder sa compétence dans la cytolecture. It's necessary to have great focus on that. C'est nécessaire de garder un focus sur ce sujet, de conserver les compétences. You also need to put a lot of effort. Vous avez également besoin on a aussi besoin de garder un effort important Into the IT support of the laboratory. sur le support informatique du laboratoire. Because the algorithm is so complicated and changing. Parce que l'algorithme est compliqué et n'arrête pas de changer, et évolue. Ben oui. Okay. Merci Charlotte. Merci Françoise bien, aussi. merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. La crise sanitaire a accéléré le développement de la télémédecine et a fait entrer le quotidien des patients dans la téléconsultation et le quotidien des anatomopathologistes dans la télépathologie. Démonstration avec le mélanome oculaire pour lequel la télépathologie représente une réelle avancée pour les patients. Ce dernier sujet nous est présenté par le docteur Marc Puterman, médecin spécialiste en anatomie et cytologie pathologique chez Unilabs Pathologie Paris et expert près la Cour d'appel de Paris. Comme pour les autres cas cliniques, merci de poser vos questions sur le chat pendant la présentation. Bonjour, je vous remercie pour votre invitation. Je vais vous présenter le cas d'un mélanome oculaire qu'un homme a présenté de race caucasienne, asymptomatique, avec baisse de l'acuité visuelle. Le patient consulte l'ophtalmologiste qui observe une lésion située au pôle postérieur de l'œil. L'examen de fond d'œil met en évidence une lésion pigmentée. En échographie, cette tumeur se présente sous une forme de champignon. Vous le verrez tout à l'heure sur les images. L'angiographie en fluorescence visualise des vaisseaux intratumoraux. Et compte tenu de la taille de la tumeur, l'épaisseur étant supérieure à 10 mm, il a été proposé une énucléation. Le scanner et l'IRM ne mettent pas en évidence d'extinction extrasclérale. Voici l'examen par tomographie par cohérence optique où l'on voit sur la diapositive de droite fléchée la masse tumorale et en avant la rétine décollée par cette tumeur. L'échographie à gauche retrouve cette masse tumorale au pôle postérieur de l'œil avec sur les côtés la rétine qui est décollée. Sur la diapositive de droite, l'angiographie met en évidence, vous le voyez, cette masse tumorale relativement importante, brunâtre. L'examen macroscopique montre une masse tumorale grisâtre et vous voyez qu'elle n'est pas brunâtre comme on pourrait s'y attendre. Et au niveau de la flèche, la rétine qui est décollée en avant de la tumeur. L'examen microscopique au faible et au plus fort grossissement montre cet aspect en bouchon de champagne tout à fait caractéristique des mélanomes de la choroïde. Et on retrouve de part et d'autre de cette tumeur la rétine qui est décollée. Au plus fort grossissement sur la diapositive de droite, on retrouve en orange la sclère et sur ces niveaux de coupe, on ne retrouve pas d'effraction sclérale ni de pénétration au niveau de l'orbite.
L'examen microscopique montre qu'il s'agit ici d'une prolifération de cellules épithélioïdes avec d'assez nombreuses atypies. Je rappelle simplement qu'il existe 3 types histologiques de mélanome de la choroïde, les types fusiformes de meilleur pronostic et les types épithélioïdes de plus mauvais pronostic. Sur la diapositive de droite, on retrouve en bas la masse tumorale et la rétine qui est décollée et qui présente des aspects d'œdème et de congestion. L'étude immunohistochimique montre que cette prolifération tumorale exprime le mélana, sur la diapositive de gauche qui est très rouge, et sur la diapositive de droite, un BAP1 qui colore en rouge les noyaux et qui constitue un facteur immunopronostique plus favorable qu'un BAP1 négatif. Alors j'ai examiné d'autres cas, et là je vais vous montrer l'association d'une lésion bénigne et d'une lésion maligne de la choroïde. D'une part, sur la diapositive A, on retrouve une masse fortement pigmentée en bas, et plus au-dessus de la flèche, un aspect plus violet. En fait, il s'agissait d'une double tumeur. Sur la diapositive B, on retrouve une masse fortement pigmentée qui était simplement un mélanocytome. Et sur la diapositive C, à côté, on retrouvait une masse tumorale qui correspondait à un véritable mélanome de la choroïde. Vous voyez que cette tumeur mélanique est juste au contact du pôle postérieur et au contact de la tête du nerf optique. Entre la tumeur mélanique et la rétine, on retrouve un exsudat hémorragique et le décollement de la rétine que je vous ai montré tout à l'heure comme exemple sur la première diapositive. Ce qu'il faut rechercher, et en faisant de très très nombreux niveaux de coupe, passant par le nerf optique, mais aussi par les calottes, ça peut représenter 25, 30, 35 niveaux de coupe, il faut rechercher une effraction sclérale et une voie de passage à l'orbite. Sur la diapositive 2B, au niveau de l'étoile, on retrouve cette masse tumorale en dehors de l'œil. Sur la diapositive 1C, on retrouve bien et fléché cette coulée de lésions mélaniques brunâtres, il y en a 2. Et sur la diapositive 1D, on retrouve cette masse tumorale qui a pénétré la sclère. On la voit encore sur cet autre cas en 2C, où on retrouve cette large tumeur extrasclérale très brunâtre et une autre fusée plus minime sur la flèche bleue de droite. Et on retrouve en 2D, de part et d'autre de la sclère qui est colorée en orange, à gauche, la lésion mélanique de la choroïde et à droite, la masse tumorale qui a pénétré l'orbite de façon massive. Quelques images microscopiques pour préciser, dans l'image à droite, au niveau de la sclère effléchée, on retrouve des emboles tumoraux périvasculaires et sur la flèche de bas, on retrouve cet îlot tumoral au niveau intraorbitaire. Alors, il y a d'autres diagnostics différentiels pour les lésions malignes ou non malignes de la choroïde. Et là, je vais vous présenter un cas de métastase choroïdienne. Sur la diapositive A, on retrouve une masse bosselée, blanchâtre, mal limitée. Sur la pièce macroscopique en B, entre les deux flèches noires, on retrouve cette lésion tumorale blanchâtre, alors qui n'est ni grise ni pigmentée, avec en regard un voile qui correspond à une rétine décollée. Sur les images microscopiques en bas, en C, on retrouve cette masse tumorale et qui correspondait en D à une métastase d'un carcinome pulmonaire. Alors, quels sont les traitements ? Ces traitements dépendent de la taille de la tumeur. On a vu, je vous ai montré comme exemple l'énucléation pour les tumeurs dont la base est supérieure à 10 ou 12 mm. Et assez souvent, on réalise une protonthérapie avec des clips suturés, ce que l'on voit sur la diapositive de droite, à la flèche. Et d'où l'intérêt, quand on reçoit ces pièces d'énucléation, de savoir si cette pièce d'énucléation a subi une protonthérapie ou une radiothérapie. Et surtout enlever ces clips qui gênent l'inclusion et qui ne permettent pas d'avoir un bon examen microscopique. La perte de l'expression de la protéine BAP1 et la monosomie 3 sont des facteurs prédictifs d'une survenue métastatique. D'autres mutations sont recherchées. Le BRAF n'est pas recherché pour les mélanomes cutanés parce qu'il n'est pas prouvé dans le mélanome uvéal ou choroïdien.
Comme je le rappelle, la taille de la tumeur est le pronostic prédominant, mais aussi le type épithélioïde de la cellule, l'index mitotique est élevé et la pénétration intraorbitaire qui est prédominant pour ces facteurs histopronostiques. Les métastases sont d'environ 25% entre 50 et 10 ans après traitement. Les sites métastatiques les plus fréquents sont le foie, puis le poumon et l'os. Les patients présentent des métastases ont une survie de 19 à 28 mois et raccourcie lorsqu'il existe des métastases hépatiques. Quelques mots pour terminer sur mon expérience en télépathologie oculo-orbitaire. La télépathologie a aussi son utilité pour l'enseignement et la recherche. Vous voyez ici un cas en bas à gauche qui montre un œil et fléché un kyste en arrière. Donc ce sont des cas rares. Il faut avoir une certaine expérience dans ce diagnostic pour ne pas se tromper. Et il s'agissait ici d'une microphthalmie avec un kyste colobomateux accolé à la sclère et au contact du nerf optique. Et je suis sur un autre projet avec les 15-20 pour l'étude de la vascularisation en 3D des vaisseaux marqués par l'anticollagène 4 sur la diapositive de droite. Et puis, dans la télépathologie quotidienne, eh bien, je partage mon expérience en pathologie oculaire avec le groupe Unilabs Suisse, mais aussi le groupe Unilabs Suède, Unilabs Pathologie Nord et sur d'autres sites. Et puis ça c'est un outil très pratique pour les RSCP en lien avec les centres anticancéreux. Et pour terminer, la télépathologie est utilisée soit pour faire donc un diagnostic d'expertise, soit pour proposer un deuxième avis. Et sur la diapositive de droite, eh bien, ce diagnostic d'expertise, c'est sur un cas très rare qui montre une dysplasie conjonctivale chez un enfant qui présentait des diarrhées avec des lésions intestinales et en même temps des lésions conjonctivales. Je vous remercie. Merci, Dr Marc Puterman. La télépathologie appliquée au mélanome oculaire intéresse vos consoeurs et vos confrères et il vous interroge. Voici les questions les plus fréquentes. Réalise-t-on des biopsies de mélanome choroïdien? Bonne question. En fait, on ne réalise pas de biopsie choroïdienne parce que ça entraîne une effraction du globe oculaire et à 100% une pénétration intraorbitaire et une survie du patient à quelques mois. D'accord. Alors, autre question. Quelles sont les tumeurs malignes intraoculaires les plus fréquentes chez l'adulte et chez l'enfant? Alors, les tumeurs les plus fréquentes chez l'adulte, les tumeurs intraoculaires les plus fréquentes chez l'adulte malignes sont les mélanomes de la choroïde, un exemple que je vous ai présenté. Et pour l'enfant, eh bien, la tumeur maligne la plus fréquente, c'est le rétinoblastome. D'accord. Et la chirurgie est-elle le seul traitement? Peut-on envisager une chimiothérapie? Alors, pour ce qui concerne les mélanomes, c'est peu chimiosensible. Et donc, je vous ai montré des cas de protonthérapie, de traitement par protonthérapie, lorsqu'il s'agit de tumeurs plus petites. Mais lorsque cette tumeur évolue dans l'ensemble du globe, il n'y a pas d'autre solution que d'enlever l'œil, de faire une énucléation complète et aussi faire une exérèse en même temps d'une certaine longueur du nerf optique pour être sûr que la limite chirurgicale du nerf optique ne soit pas atteinte lorsqu'il s'agit d'un volumineux mélanome intraoculaire. D'accord. Je vous remercie. Les 10 ans de l'activité de pathologie d'Unilabs France sont l'occasion de mesurer le chemin parcouru, mais aussi de porter notre regard vers l'avenir. Les métiers de la pathologie redessinent les contours de la médecine de demain. Nicolas Ploquin, régional directeur Unilabs France-Espagne Benelux, et le docteur Soufiane Asdad, qui représente la nouvelle génération de pathologistes et est également président d'une start-up de e-santé Algoscope, vont dialoguer à distance au sujet de l'évolution du métier de pathologiste dans les prochaines années. Bonsoir à tous, merci de cette invitation. Bonsoir Soufiane. Bonsoir Nicolas. Comment ça va ce soir? Très bien, merci. Bon. Merci à Unilabs de m'inviter et de me donner la parole.
J'ai le plaisir d'animer ce petit question-réponse avec toi, Soufiane, sur ton expérience en tant qu'anapathe et aussi entrepreneur et en tant que représentant de la nouvelle génération des anapathes. Donc, si tu es d'accord, on va se prêter à un petit jeu de questions-réponses. Bien sûr. Tout d'abord, je n'ai pas vraiment la prétention de représenter toute ma génération, mais je vais essayer de décrire ce qui, selon moi, contribue au gap générationnel entre ma génération, la génération Y, et celle des fameux les générations Y ou millennials, et celle de nos aînés. On peut analyser qu'en France, il y a toujours eu une petite population d'anapathes. Nous sommes moins de 1500, publics privés confondus. Mais ces dernières années, j'ai l'impression que le manque s'est accentué. J'ai commencé en 2014 et presque chaque semaine, je reçois des annonces par mail. On recherche un anapathe ici, un anapathe là. La démographie médicale explique en partie ce phénomène. Les baby boomers partent à la retraite, mais cela n'explique pas tout. J'ai vu des annonces assez surprenantes qui seraient complètement impossibles il y a une quinzaine d'années. C'est des services d'anapathe qui sont très prestigieux dans la PHP et qui ne trouvent pas d'assistants. Et cette situation était juste inimaginable il y a une quinzaine d'années. Et on aimerait presque envie de dire, qu'est-ce qui se passe avec ces petits jeunes qui ne veulent pas s'installer ? Moi, je pense qu'il y a un phénomène derrière qui est assez générationnel, propre à notre génération Y, qui est le fait de faire passer sa vie privée avant sa vie professionnelle. Et cela contraste fortement avec ce qu'il se faisait jusqu'à maintenant. Sur leur métier, en fait, cette nouvelle approche de leur vie personnelle, professionnelle. Jusqu'à maintenant, il y avait un dogme qui était assez préétabli, c'était le médecin a des responsabilités, il y a des patients derrière. Donc, il doit venir au boulot, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, même avec 39 de fièvre, ou même si mentalement ça ne va pas. Et ce dogme ne s'applique plus trop à ma génération. D'accord, d'accord. Et aujourd'hui, tu parles beaucoup des réseaux sociaux, par exemple. À ton avis, comment les réseaux sociaux influence aujourd'hui le métier des anapathes? Est-ce que ça influence aussi les relations professionnelles, médecins, patients? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta vision des réseaux sociaux aujourd'hui? Très bonne question, Nicolas. Donc pendant longtemps, les anapathes étaient des médecins de l'ombre, cantonnés à leur microscope au sein de leur laboratoire. Traditionnellement, c'était un peu l'image que les gens avaient de nous. Mais cette position aussi humble que louable, elle n'a pas toujours été véridique. De tout temps, en fait, même si vous pouvez voir sur la diapo, des pionniers, en fait. Dès le début de notre spécialité, dès le début du XXe siècle, des grands noms d'anapathes sont sortis de leur laboratoire, se sont retroussés les manches, et ils ont pris on va dire, des innovations technologiques de leur époque, qui étaient l'évolution de la chimie, à bras-le-corps pour développer des colorations qu'on utilise encore tous les jours et mettre, on va dire, cette innovation au service de notre spécialité. On voit des grands noms et leur, on va dire, leur innovation nous sert encore tous les jours. Et à l'image de ces pionniers, aujourd'hui, il y a des confrères qui sortent de leur labo pour prendre à bras-le-corps les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle et d'autres innovations à des fins d'enseignement, pour la collaboration scientifique et pour le rapport aux patients. Donc, citons deux superstars que vous pouvez voir dans la diapo suivante. Aux États-Unis, c'est le docteur Jared Gardner et Kamran Mirza, qui sont vraiment très connus. Et ils n'ont pas fait spécialement de publications scientifiques ou ils n'étaient pas spécialement dans des grands centres. Mais ils ont, dès 2012, pris à bras-le-corps Twitter et YouTube et ils se sont hissés à la tête de la power list du magazine The Pathologist. Et tout ça uniquement en gérant les réseaux sociaux. Citons aussi des lives YouTube qui sont faits par une podcast qui permettent de faire matcher des pontes du Collège américain de pathologistes avec des internes du monde entier. C'est vraiment formidable. J'en ai vu beaucoup pendant le confinement. Et il y a même certains anapathes influenceurs qui font des choses qui pourraient nous paraître limite à nous Français, qui est de faire des lives directement avec des patients. Avec des patients. Et d'expliquer leur compte rendu anapathe, de critiquer des comptes rendus de confrères. Mais c'est intéressant dans le sens où ça remet l'anapathe au centre de la relation médecin-patient et ça permet aux patients de mieux comprendre leur maladie. D'accord. Tu parles beaucoup des anapathes anglo-saxons et quid des anapathes français? Parle-nous de ça.
Bonne question également. Comme au début du XXe siècle, on pouvait voir sur ma diapo qu'il y avait une majorité d'Allemands parmi les pathologistes qui ont inventé des colorations. Aujourd'hui, on voit une majorité d'Américains dans les réseaux, mais la France n'est pas en reste. D'accord. Je connais personnellement un ami et confrère qui s'appelle Dr Isa, qui est influenceur sur les réseaux sociaux. Je le suis aussi. Il y a plusieurs millions de followers sur les différents réseaux type TikTok, Instagram, et maintenant il commente sur YouTube. Et nous avons fait, assez rare pour le citer, parmi les jeunes pathologistes français, 2 cofondateurs de start-up en intelligence artificielle. Ma consoeur Marie Sokil, que je connais bien et qui est cofondatrice et medical advisor de la start-up Prima, que les anciens de Tolbiac chez Praxia doivent bien connaître, et moi-même qui suis cofondateur et président de la start-up Algoscope. Mais à votre avis, entre ces 3 personnes, Dr Isa, Marie Sokil et moi, quel est le lien à votre avis, Nicolas? C'est une bonne colle, je te laisse nous dire ça. Quel est le on point a tous commun? fait médecine à Amiens en fait. Ah ouais, incroyable. Donc est-ce que les grands esprits se rencontrent à Amiens? Est-ce qu'il y a un génie picard particulier? Je l'ignore, mais les faits sont là. Donc si le Code Valley c'est over, maintenant tout le monde a bien, c'est ça? Effectivement. Alors tu es aussi entrepreneur, comme tu le disais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus aussi de cette passion pour l'entrepreneuriat et de ce que tu fais justement dans le domaine? Effectivement, l'entrepreneuriat pour moi, elle découle d'une quête de sens. Je suis quelqu'un de curieux qui touche à tout. D'ailleurs, je me suis cramé le doigt avec le corps de chauffe de notre imprimante 3D. Et je suis avant tout quelqu'un de serviable. J'ai compris qu'en étant un bon anapathe, je rendrais service à un nombre limité de patients. Mais à combien de patients je pourrais rendre service si j'aiderais mes confrères à être meilleurs en leur simplifiant la vie? Un impact beaucoup plus grand. Tout à l'heure, dans les anapathes chimistes que j'ai montré tout à l'heure, il y a un grand absent que j'ai envie de citer, c'est Georgios Papanicolaou, qui a inventé non pas simplement une coloration, mais aussi un test, le frottis cervico-utérin. En anglais, on dit PAP test. Et il a tout simplement sauvé des millions de personnes. Alors, pour parler d'impact, j'ai pas du tout la prétention de marcher sur ses pas, mais je pense avoir trouvé ma place dans le monde à travers cette quête de sens. Donc, je suis président et cofondateur d'Algoscope, une startup medtech. On est 3. Je suis médecin pathologiste, associé avec un médecin biologiste et un ingénieur en informatique. La valeur de l'entreprise réside dans l'aide qu'on veut apporter à la médecine de laboratoire pour nos confrères, pathologistes et biologistes, à travers des inventions matérielles, des solutions logicielles centrées autour de l'intelligence artificielle. Donc, à quoi sommes-nous utiles? Tout simplement simplifier la vie de nos confrères en automatisant des tâches réparbatives et qui peuvent l'être tout simplement, en récupérant et en valorisant de la data qui est habituellement perdue et en développant des algorithmes dessus. Durant mon internat, j'ai vécu des situations assez frustrantes devant le gap entre les logiciels qu'on avait au labo et ce qui se faisait ailleurs. Et donc, j'ai tout de suite compris qu'il y avait quelque chose à faire. J'ai commencé par ma thèse. J'ai fait ma thèse sur l'intelligence artificielle et le deep learning appliqué à l'interprétation du frottis. Et j'ai vite compris que pour faire avancer la recherche et le développement comme je l'entendais, il fallait que je prenne la voie de l'entrepreneuriat. C'est ce qu'on fait avec l'aventure Algoscope. C'est génial, félicitations Soufiane. Et donc, le docteur Puterman, un peu plus tôt, parlait du digital. Tu en parles. Pour toi, c'est quoi l'apport majeur du digital dans le métier de l'anapathe? Je prétends pas lire dans le mar de café. Je pourrais pas vous dire exactement qu'est-ce qui va se passer. Mais si on devrait utiliser un seul mot pour décrire le futur de la pathologie, c'est le mot passionnant. Parce que les perspectives offertes par la pathologie digitale, l'intelligence artificielle sont énormes et vont sans nul doute transformer le métier d'une manière, entre le métier que j'ai connu en début de ma formation et la fin de ma carrière, ça ne sera plus le même. Et ça, c'est magnifique, ça va se faire pour le meilleur, autant sur la fiabilité des diagnostics, la reproductibilité, la traçabilité. C'est quelque chose qui était difficile, l'interopérabilité entre anapathes, c'est subjectif. Ainsi que la qualité de travail. On pourra finalement faire du télétravail nous aussi avec la télépathologie. Que ce soit pour le gain de temps médical ou les demandes d'avis auprès des experts comme faisait le docteur Puterman. Mais malheureusement, ça peut aussi se faire pour le pire, dans le sens où il ne faut pas oublier le respect des données patients. Mais surtout, les algorithmes vont devenir très bons et il faudra faire attention à la confiance aveugle qu'on pourrait leur accorder. Je vais citer 2 anecdotes. La première, c'est une publication de Stanford, en partenariat avec Google, qu'ils ont publié dans Nature, ils ont même fait la une.
très gros papier, un résultat magnifique, plus de 99% d'exactitude, un matériel et méthode béton, et faire la une du magazine Nature, que demande le peuple? Et le titre, c'était Legend Learned. Les gens ils se sont dit, ça y est, l'IA fait déjà mieux que des équipes de dermatos de plus de 20 ans d'expérience. Le hic, c'est que ces algos, malgré leurs bons résultats, étaient biaisés. Ils avaient appris à reconnaître en fait les mélanomes parce qu'il y avait souvent sur les photos des petites échelles en bas à droite. Et ce phénomène s'appelle l'overfitting, en fait, à prendre sur des mauvaises variables. Ça voudrait dire qu'on utiliserait ces algos qui étaient bien, on va dire, prouvés par l'étude, qui étaient bons. Face à des images de routine, ils auraient fait des bêtises. Et pour citer on va dire une autre anecdote qui est à peu près similaire, tout à l'heure, le professeur Penelorca avait cité l'aviation en métaphore, et c'était très bien. Il y aura toujours besoin d'un pilote dans l'avion, donc on ne sera jamais remplacé par l'IA. Mais on peut tout simplement se remémorer du malheureux crash Rio-Paris en 2009, et quand on a un peu retracé l'histoire, c'est que les copilotes avaient des fausses data, en fait. Leur instrument de bord leur mentait, entre guillemets, et il faudra toujours garder en fait ce recul, rester anapathe, rester médecin et être critique malgré la puissance que l'IA pourra mettre entre nos mains. Être critique de ce qu'on voit. Belle conclusion, Soufiane. Merci, Soufiane. Moi, j'ai envie de dire la relève est là. Tu donnes envie, et j'espère que tu vas donner envie à beaucoup de tes confrères, consoeurs de rejoindre cette belle spécialité. La pathologie, c'est évidemment une très très belle spécialité, comme l'a dit Eric en introduction, en pleine évolution, au cœur du diagnostic. C'est une spécialité qui va avoir besoin de spécialistes encore plus aujourd'hui et demain, qui vont aller de gens comme toi, Soufiane, en passant par des professeurs comme le docteur Penelorca, qu'on a vu tout à l'heure, docteur Copy. Donc moi j'ai envie de dire, j'ai extrêmement confiance dans l'avenir de l'anapath aujourd'hui en France, en Europe et dans le monde. Je tiens à te remercier à nouveau, Soufiane, pour cette perspective que nous donne de la pathologie 2.0, si je puis dire. Cette envie que tu nous donnes et cet esprit d'entreprise qui est touchante. Je tiens aussi à remercier tous les intervenants et les gens qui ont participé à ce premier live Unilabs aujourd'hui. Encore et à nouveau, bienvenue aux nouveaux membres de la famille Unilabs, à toute la famille des collaborateurs de Praxea Diagnostic qui nous ont rejoints il y a quelques jours et qui nous font aujourd'hui qu'on est un des leaders du diagnostic en anapath aujourd'hui en France et en Europe. Et je passe le mot de la fin à messieurs Pelletier et Liebret pour terminer ce très beau live aujourd'hui. Eh bien oui, merci Nicolas. Nous arrivons au terme de ce premier Unilabs Live Pathologie. Au vu de toutes ces présentations, tous ces échanges, y compris ces échanges avec l'international, je crois que c'est intéressant de voir les ouvertures que portent des pratiques différentes dans différents pays. Et cette dernière intervention qui m'a vraiment impressionné avec Soufiane qui représente les nouvelles générations. On a parlé aussi des data. Peut-être que le big data sera un jour un des sujets que nous aborderons dans ces lives. Parce qu'en tout cas, vraiment Unilabs va vous accompagner dans cette évolution. On va accompagner cette évolution et on va être présent plus régulièrement maintenant à vos côtés, surtout sous la forme de ce genre de sessions, d'exercices, de dialogues qui seront, j'espère, dans l'avenir en présentiel et non pas à travers vos écrans, et en tout cas bien plus fréquents. Alors, en tout cas, je vous invite à nous laisser vos impressions sur le déroulé de ce premier live, que ce soit sur la forme ou sur le fond. Nous en tiendrons compte pour répondre dans l'avenir à vos attentes, nous améliorer en permanence. Nous répondrons aussi aux questions qui n'ont pas pu être traitées en direct sur le plateau. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à visiter le live et la plateforme sur laquelle vous êtes inscrite. Et puis, je terminerai en remerciant
tous nos invités qui ont pris beaucoup de leur temps, la qualité des interventions. Je remercie à Agathe qui nous a accompagnés pour animer ces échanges. Merci à toute l'équipe communication d'Unilabs, accompagnée par nos partenaires Moon Event et Connected Doctors pour la réalisation de cet événement. Et merci à nos hôtes, à Praxea, à toute son équipe représentée par le PDG Éric Pelletier. Mais surtout, merci à vous tous, merci pour la confiance que vous nous témoignez. Donc je vous dis à bientôt, à très bientôt, bonne soirée et prenez soin de vous.